Bonjour, c'est un exercice très difficile de résumer les engagements sur ce pacte parce qu'il est très dense autour de ces trois thématiques transversales et autour des 32 mesures, mais je vais essayer de donner un petit peu de vision sur ce que nous avons fait, ce que nous voulons faire et comment ça s'inscrit en cohérence avec ce que vous portez. Anne Hidalgo a signé ce pacte et évidemment il engage toutes les têtes listes de Paris en commun en centrale. C'est quoi le sens principal de ce pacte? C'est d'abord autour de quelques valeurs importantes, évidemment le climat, mais il y a aussi, vous insistez beaucoup, la solidarité, la question démocratique de façon très centrale, et puis dire que si nous voulons être efficaces sur le temps long, il faut agir maintenant, et agir maintenant, c'est prendre des mesures immédiates, très concrètes, et qui évidemment supposent de chacun d'entre nous de la compréhension et parfois, je le dis, des efforts. Ce n'est pas forcément le plus simple à faire valoir. Nous partageons évidemment ces objectifs et je vais essayer, moi aussi, autour de quelques grandes orientations, de résumer le sens de notre engagement en cohérence avec le pacte. D'abord, parce que nous voulons poursuivre la transition climatique et environnementale, et vous le savez, l'objectif à la fois du plan climat et l'énergie territoriale que nous avons voté dans la majorité actuelle, c'est une ville décarbonée à l'horizon 2050 et avec une trajectoire extrêmement précise de montée en puissance des mesures pour y parvenir. Premier pilier, c'est celui de la commande publique, et évidemment essentiel. Depuis 2016, nous nous sommes dotés d'un schéma de la commande responsable, de la commande publique responsable, qui porte déjà ses fruits en matière de clause sociale et de clause environnementale. Depuis 2018, pour donner la dernière année sur laquelle nous avons l'ensemble des chiffres, 370 marchés de la ville de Paris ont permis la création de 500 000 heures de travail en insertion, et l'intégralité des livraisons des nouveaux marchés adoptés sont en critères 5 et 6 de façon à garantir les livraisons les plus exigeantes possibles en la matière. Évidemment, cet enjeu de transformation, notamment sur les très gros investissements, suppose que nous travaillons avec d'autres acheteurs publics et nous travaillons avec beaucoup de grandes villes pour y parvenir. Je donne un exemple. Dans le programme dit ESS 2024, nous travaillons avec la Maison des Canaux, avec le centre de Mulhouse, de façon à mettre l'achat responsable au cœur de l'organisation des Jeux Olympiques. Oui, les Jeux Olympiques, c'est un événement qui a une empreinte carbone en tant que tel, mais il est aussi un levier de transformation tout à fait exceptionnel qui permettra de nous engager sur une trajectoire infiniment plus rapidement vertueuse. Nous voulons aussi préserver les ressources naturelles avec un certain nombre d'engagements en la matière. Les trames naturelles, le PLU protège déjà toutes les zones vertes à Paris, et je suis désolé de vous dire, il n'y a pas de bétonisation à Paris. Les projets de construction... Il ne faut pas confondre deux mots, c'est la bétonisation et la construction, et parce que nous avons une ambition aussi sociale pour le logement, pour les crèches, pour les écoles, pour les équipements publics, eh bien oui, il faut utiliser encore un petit peu de béton. C'est une évidence. Deuxième chose, limiter le nombre de centres commerciaux au niveau métropolitain et au niveau parisien, pour évidemment accompagner la transformation des modèles de consommation et aussi pour protéger le commerce de proximité. La ville de Paris, c'est le plus grand acheteur national d'alimentation bio. 30 millions de repas produits par an, 22 millions en milieu scolaire. Et nous avons deux engagements forts, la création d'AgriParis, qui est une coopérative qui vise à sécuriser les avitaillements en alimentation bio et durable. Et deuxièmement, et je crois que d'autres le font aussi, l'engagement de proposer 2 menus végétariens par semaine et une alternative quotidienne végétarienne pour nos enfants, de façon à avoir des consommations moins carnées en milieu scolaire. Nous voulons aussi poursuivre les efforts de sobriété énergétique liés au plan climat et énergie territoriale, avec un gros travail qui a été fait sur l'administration parisienne, qui génère en lui-même 3% des empreintes environnementales, avec une mutation complète du parc de déplacement, notamment de remplacement des véhicules thermiques diesel et un plan de suppression des véhicules thermiques tout court, parce que ce sont des sujets importants pour réduire notamment les consommations. Je rappelle que Paris, d'un point de vue global, s'est déjà engagé dans un plan de réduction des consommations d'énergie territoriale, puisque nous avons réduit par rapport aux données de 2004 de 35%
les consommations avec une baisse de 9% sur la simple année 2018. Et le plan climat et énergie territoriale, c'est moins 35% de consommation à l'horizon 2030 et moins 50% à l'horizon 2050. La question de la rénovation énergétique des bâtiments est tout à fait essentielle, avec un engagement de 100% de bâtiments neufs construits dits bas carbone et à énergie positive dès 2030. Ça suppose aussi de s'y préparer collectivement. Au cours des 10 dernières années, grâce à ce qu'on appelle un marché global de performance, les consommations électriques qui sont gérées, vous le savez, par la ville, ont été réduites de 52 gigawatts, soit une réduction en référence 2004 de 32%. C'est un cercle vertueux que nous avons engagé avec une négociation qui est en cours et il reviendra à la prochaine équipe d'arbitrer le marché, qui par ailleurs est le plus gros marché de l'administration parisienne, parce que c'est un marché qui pèse sur entre 700 et 1 milliard d'euros sur une dizaine d'années, donc c'est notre plus gros fournisseur, avec l'objectif de réduire de 50% supplémentaire les consommations en référence 2004 dans les 10 prochaines années. En matière de logement, évidemment, quelques sujets essentiels. 150 000 logements annoncés pour un programme d'amélioration de performance énergétique, et là aussi, avec un objectif de consommation macro de l'énergie dans le logement de 1/3 d'ici 2030 et de moitié d'ici 2050. Et ça marche déjà puisque nous avons sur la simple année 2018 réduit de 11% la consommation globale d'énergie en logement, avec l'interdiction du chauffage au fioul à horizon 2030 et l'objectif de rénovation thermique d'1 million de logements dits en haute performance énergétique d'ici 2050. Vous le savez, je ne pourrais pas en parler trop longuement, mais l'un des enjeux essentiels de la transition, c'est évidemment le changement de paradigme des mobilités, avec évidemment le renforcement de l'offre, de l'accès et de l'attractivité des transports en commun. Et c'est pour ça que nous mettons en place aussi des mesures de gratuité. C'est pour des raisons de pouvoir d'achat, mais aussi pour des raisons d'attractivité des transports en commun. La priorité aux piétons et aux vélos dans l'espace public avec le plan stratégique 100% vélo et le schéma de piétonisation et de code de la rue, et puis en continuant à diminuer la place de la voiture et notamment les véhicules motorisés polluants. Et puis, ça a été évoqué, c'est évidemment un enjeu essentiel, la question des solutions logistiques de proximité, avec la question de la logistique du dernier kilomètre, qui en milieu dense est particulièrement problématique, parce qu'on recourt encore massivement aux camionnettes dont les motorisations ne sont pas du tout à la hauteur, évidemment, des exigences environnementales que nous nous fixons tous. Il y a l'objectif zéro déchet avec un objectif intermédiaire, et là aussi les JO sont un phénomène d'accélération de zéro plastique à usage unique en 2024. À côté de la question écologique, évidemment, la question de la transition écologique, c'est aussi une transition sociale. D'abord parce qu'il n'est pas question que l'écologie soit réservée aux plus riches, et donc il faut une politique d'accompagnement très forte, notamment en matière de pouvoir d'achat, de façon à ce que les mesures écologiques ambitieuses que nous prenons ne se fassent pas au détriment du pouvoir d'achat des classes moyennes et des classes populaires, et donc notamment en matière d'attractivité de logement, plusieurs mesures déjà annoncées, je n'ai pas le temps de les détailler ici, mais il y a un lien dans notre esprit entre cette philosophie de la transition et l'accueil, notamment avec bienveillance, digne et inconditionnelle des réfugiés à Paris. C'est quelque chose que nous portons et que nous continuerons à assumer. Et puis ce principe d'accessibilité universelle qui a été détaillé par Anne Hidalgo. La question de la transition, vous le présentez aussi, est évidemment une question démocratique tout à fait centrale. Alors j'entends que nous ne sommes pas parfaits, c'est une évidence, mais enfin nous avons fait beaucoup en la matière et nous avons pris des engagements supplémentaires avec la création de l'Académie du climat qui servira, déjà annoncé, qui servira à former et à accompagner notamment la jeunesse. Le renforcement des pouvoirs de l'Agora du climat, le renforcement des dispositifs participatifs, 25% du budget d'investissement, c'est-à-dire grosso modo à peu près 2 milliards d'euros qui seront soumis à des consultations populaires, le principe d'organisation de référendum, le principe de la montée en puissance de ce que nous avons créé déjà il y a plusieurs années, qui s'appelle les Volontaires de Paris, qui est un programme d'engagement au service de causes collectives, et évidemment l'accompagnement de la montée en puissance de la transformation participative de l'espace public. L'écologie n'est pas une idéologie punitive. L'écologie, c'est une philosophie de transformation, c'est une philosophie
de progrès social. On n'est pas les seuls à la porter, mais je crois que nous le faisons avec puissance. Et donc voilà, j'espère vous avoir convaincu qu'on est sur la bonne voie. Merci beaucoup.